Bonsoir à tous et bienvenue à Olivier d'Artigol, à Geoffroy Lejeune, à Georges Fenech et à Jérôme Béglé. Alors, l'affaire des carburants, on ne l'avait pas vu venir. Vous voyez, on avait tout imaginé dans cette rentrée tumultueuse, mais l'affaire du carburant, personne ne l'avait vu venir. D'ailleurs, même M. Véran, porte-parole de notre gouvernement, que nous disait-il il y a encore quelques jours? On atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Donc là, tu es tranquille, il n'y a pas de pénurie, c'est un point qui est important. Mais qu'est-ce qu'il nous avait dit déjà, M. Véran, sur les masques? Ah, il n'y a plus rien dans les serveurs, me dit notre ami Benjamino. Donc, on ne peut rien écouter, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous faire écouter ce que disait M. Véran. Dès que la machine repart, Benjamino me dit que c'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, M. Véran, sur les masques il n'y a encore pas si longtemps? Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques. En fait, ils ne bossent pas beaucoup, le gouvernement. C'est du copier-coller. Ils ont repris les éléments de langage du Covid et maintenant, ils appliquent sur tous les sujets. Donc, c'est pratique. Le problème, c'est que pour le carburant, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves dans les raffineries du nord de la France, de Port-Jérôme, de Dunkerque, etc. Et on sait très bien qu'à l'instant même où on annonce des grèves, les conducteurs, les automobilistes font des réserves de précaution, ils s'empressent de mettre le plein. Et donc évidemment, ça crée de la pénurie. Mais je comprends pas que, instruit des exemples précédents, le gouvernement utilise les mêmes mots et ne dise pas attention. Mais c'est surtout que le gouvernement, comme toujours, a ramé et n'a pas vu les choses venir. Enfin, il y a un niveau ou d'impréparation, ou d'incompétence, ou de non-professionnalisme, vous faites comme vous voulez, vous le dites comme vous le souhaitez. Mais là, pour le coup, ils ont pris ce matin un peu conscience de ce qui se passe. Il y a un hasard malheureux aussi, c'est qu'on retrouve les mêmes gens. C'est-à-dire que Véran, quand même, on avait tous compris qu'il incarnait physiquement tout le malheur du Covid. Et il se retrouve porte-parole du gouvernement, donc c'est lui qui vient nous dire que... Alors, j'ai pas mal de choses à vous faire écouter, mais est-ce qu'on peut écouter Emmanuel Macron ou pas, Benjamino? Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut l'écouter? Alors, Emmanuel Macron, oui, parce que là, Emmanuel Macron, il est monté, vous vous rendez compte qu'Emmanuel Macron est obligé de monter maintenant au créneau sur ce dossier. Le pompiste. Oui, non, soyons respectueux avec le président de la République, s'il vous plaît. Non, mais n'en rajoutez pas. Je veux dire, vous allez nous fâcher avec l'Élysée. Bon, donc Emmanuel Macron... Comment ? C'est pas déjà fait, non? Non, mais franchement... Non, mais écoutez, c'est lamentable. Ah bon, voilà. Voilà, ce qui se passe dans ce pays est juste lamentable depuis 8 jours. Et vous avez des files d'attente partout. On pourrait réquisitionner les raffineries. Bon, enfin bref. C'est cul par-dessus tête, quoi. Non, c'est ce qu'a dit le président de la République. Oui, je crois que c'est ce qu'il a dit. Écoutez Emmanuel Macron sur, effectivement, la situation. Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Sur l'Ukraine, donc il faut que chacun joue son rôle. Je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la Première ministre ou des ministres. Donc le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Moi, je considère que cette situation a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Olivier d'Artigol. Oui, Pascal Praud. On a un souci sur... On en a plusieurs, d'ailleurs. On a un souci sur les salariés de Total. Ouais. Les salariés de Total gagnent... Ceux qui sont au contact de la raffinerie gagneraient, en tout cas c'est le communiqué de Total, 4 300 € par mois. Bon, plus les primes, etc. Donc ces gens qui font grève gagnent plutôt bien leur vie. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Si vous dites oui. Alors on peut négocier effectivement avec sa direction, mais peut-être que d'imposer une grève lorsque on gagne très bien sa vie, peut-être faut-il essayer de négocier. Je comprends ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la CGT bloque le pays. Non, pas le pays. Bah si. Je vous réponds. La CGT bloque le pays. Ça s'appelle la CGT bloque le pays. D'abord, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Premièrement, que vous puissiez dire ça. C'est une moyenne dans les salaires. Tous les jours. Non, je me suis renseigné. C'est les personnes qui travaillent sur les raffineries, précisément ces postes-là, gagnent en moyenne 4
Les gens peut-être qui gagnent moins. J'entends cet argument. Il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. Est-ce que je peux rajouter un élément, et ça ne sera pas que dans les raffineries, ça sera dans beaucoup de secteurs, étant donné que nous sommes dans une situation exceptionnelle, où Total a dégagé sur le premier semestre 2022 18 milliards, 18 milliards de bénéfices. Ce qui est inédit dans le capitalisme français. Que le PDG de Total s'est augmenté de 52% l'année dernière et que, sitôt les bénéfices du premier semestre, 2,6 milliards sont partis vers les dividendes. Ce que disent les salariés, est-ce qu'il est possible, ça vient d'être dit par le président Macron, sur cette valeur ajoutée, de réfléchir à un partage... Scandaleux. Laissez-moi terminer. C'est pas ce qu'ils ont dit. Réfléchir à un partage de cette valeur ajoutée. On a compris, on a compris. Et pas en 2023, mais dès On a compris, Olivier. On a compris. Dit non. On a compris, c'est un débat. On a compris. Mais moi, je trouve... Je ne vous parle pas de l'intéressement. Si je puis dire un mot, moi je trouve que cette question va exploser de partout. Je trouve. Mais je veux bien entendre ça. Je trouve qu'il y a une indécence aujourd'hui à réclamer. Super profit, vous avez raison. Oui, laissez-moi finir. Par rapport à des super profits, des super salaires, alors qu'aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté et qu'on est en train de bloquer le pays pour des super salaires. Alors à partir de combien c'est scandaleux. Le moment est venu. Le moment est venu parce que nous sommes en crise énergétique. Il y a une guerre en Ukraine, de prendre des réquisitions, de débloquer ces raffineries et de remettre la France au travail. C'est honteux. Que la valeur, on le rajoute au droit social. Avec leur salaire, mais qu'ils négocient entre eux, c'est une chose, mais qu'ils arrêtent de bloquer. Non mais vous avez des indignations. Geoffroy Lejeune. Vous avez des indignations partielles et partiales. Hein. Moi, je suis désolé. Je vous ai pas entendu quand les 2,6 milliards sont partis en dividendes. Dès le début de l'année, je ne vous ai pas entendu. Tant mieux. Il y a un truc qui me dérange, je suis d'accord pour la négociation, je suis d'accord pour entendre les revendications salariales, surtout en ce moment. Maintenant, il y a un truc qui me dérange dans cette affaire de Total, au-delà de la question des salaires qui sont assez bons, c'est que les mecs demandent 10% d'augmentation. Oui, ce qui, on 3 est pour d'accord, les salaires, 7 pour l'inflation. Justement, on est d'accord, c'est colossal. 7 pour l'inflation. Donc, est-ce que les années où il n'y aura plus l'inflation, ils vont rendre l'argent? Mais non, puisqu'ils disent 7 pour l'inflation. Oui, non, d'accord, mais... C'est parce que c'est une situation exceptionnelle. Est-ce que, d'accord, oui, enfin, une augmentation de salaire, comme tu le sais, c'est pour la vie, en fait. Après, tu baisses pas les salaires. On peut pas baisser les salaires en France. 3% pour les super profits. Est-ce que le jour où l'entreprise ne fera plus de super profits, ils vont rendre le fric? Évidemment pas. Mais évidemment pas. Et on parle d'une entreprise. De vos arguments, mais est-ce que vous comprenez que concernant ces super profits qui touchent quelques secteurs, c'est une faute politique du gouvernement et des grands patrons de ne pas dire dans l'immédiat, on n'attend pas les négociations annuelles obligatoires. Mais ils ont fait ça. Ils ont avancé les négociations. Deux ou trois choses. Ils ont dit novembre. Les négociations dont tu parles, c'est pour 2023. Deux ou trois choses. Deux ou trois choses que je voudrais dire. Deux ou trois choses que je voudrais dire. Total distribue 9 milliards d'euros en salaire par an et 8 milliards pour les actionnaires. Effectivement, on pourrait considérer que la part qui est donnée aux actionnaires est au moins aussi importante que celle en salaire. Et là, il y a possibilité de négociation. Vous avez raison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la redistribution de la valeur ajoutée est sans doute trop orientée sur les actionnaires. On peut s'entendre. Là aussi, je suis assez d'accord avec vous. Les super profits, comme vous dites, je crois qu'il y a 18 milliards. Il n'y a que 2 milliards pour la France. Le total, c'est dans le monde entier. Oui. C'est important. C'est important de le dire. Il n'y a que 2 milliards. Et si effectivement... tu donnes moins aux actionnaires, il faut entendre tous les arguments de tous les côtés. C'est-à-dire que peut-être se retireront-ils, c'est-à-dire que ton action va baisser, et peut-être que Total, qui est une société française, sera achetable à court moyen ou court bas. Ça s'entend aussi, si vous me permettez. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie, mais je donne argument contre argument. Donc voilà. Et je précise qu'effectivement, et ça c'est quand même le plus important, et on le dit depuis ce matin, c'est-à-dire que Total a déjà augmenté de 3,5% en 2022 les salaires, et la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Énergie en France en 2022 est de 5 000 euros par mois, intéressement, participation compris, 4 300 euros par mois hors intéressement. C'est les gens qui font grève. C'est les gens qui font grève. Donc c'est tout ce que je vous dis. Alors simplement d'un mot, Olivier. Georges Fenech. Moi, je ne veux pas... Admettons que leurs revendications soient légitimes. Admettons. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je dis que le droit de grève ne veut pas dire bloquer la liberté du travail. Ceux qui veulent aller travailler doivent pouvoir le faire et il faut vite réalimenter.
C'est Oui, tout. mais vous Alors, voulez- écoutez, la vous grève, êtes pour c'est un bloquer le rapport pays. de- Écoutez Vous êtes pour quelques- bloquer le La pays. grève est un rapport de force. Bah, voilà, donc vous légitimez le Depuis blocage. des années, vous rêvez de grève indolore. Mais je rêve de C'est-à-dire rien. qu'il n'y a aucun- Quand les Vous éboueurs avez- font vous avez grève, pensé ça a aux- des effets. aux infirmières Non, qui- ne la jouez pas sur ça. Oui, bien Non, sûr. mais c'est Ne la scandaleux. jouez pas sur ça. Olivier, c'est Ne la jouez pas scandaleux. sur ça. Vous avez pensé aux Ne la infirmières, jouez pas aux sur ça. personnes Non. handicapées, à tous ceux qui ont besoin d'assistance. non, mais il y a des gens qui ont les moyens il y a des gens qui ont les moyens de bloquer le pays parce qu'ils sont syndiqués à la CGT, on puis peut. il y en a Les d'autres qui n'ont pas les conquêtes moyens. sociales, Les chauffeurs de Bon. taxi, Les conquêtes chauffeurs de- sociales. Mais respectez la liberté Toutes du les conquêtes travail. sociales sont nées de Faites grève, mais de respectez mouvements la liberté. sociaux rugueux. Mais- Rien n'a mais- été Conquête obtenu. sociale. Rien C'est n'est- quoi la conquête Oh, ben, Mais Olivier, je C'est vous des rappelle super que les salaires. salaires sont élevés, c'est ça. Mais- Entendez ça quand même. Ils Bon, font grève écoutons sur une quelques nouvelle Français. répartition des richesses. Écoutons quelques Français qui ont été interrogés par les équipes de CNews. Alors moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait 3 jours que j'arrête pas de regarder l'application pour le carburant et je vois qu'il y a presque pas et des heures d'attente de 3 heures. Moi j'ai une entreprise, donc j'ai déjà 2 camionnettes qui sont bloquées au dépôt. Et puis là je suis sous réserve, donc il faut absolument que je fasse le plein, quoi. Sinon je ne peux plus me déplacer. Moi j'ai une idée toute faite, hein. Je me dis à un moment donné, les profits, les super profits, il faut redistribuer les bénéfices et Total devrait un petit peu regarder la situation qui est difficile pour tout le monde, donc avec plus de 16 milliards de bénéfices, redistribuer et pour que ça cesse, quoi, parce que là on n'en peut plus, quoi. Tout le monde paye. Non, mais dans un système de marché ou capitaliste, c'est pas mal qu'une entreprise française fasse des profits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, la vérité, c'est que les salariés en bénéficient aussi. Il y a de l'intéressement, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je veux bien qu'on remette tout en cause. Alors, je vous l'ai dit, effectivement. Il fut quelques années, il y avait un compromis, ce qu'on appelait historique. C'est-à-dire qu'entre capital et travail, on arrivait à équilibrer et avoir des négociations et avancer. Aujourd'hui, ce Fabien compromis Roussel. historique n'existe plus. Écoutez, Fabien. Ça a des records Écoutez, de Fabien dividendes inédits. Que dites-vous? Historique. Vous savez ce que c'est que le bonheur pour les communistes et les socialistes? C'est quand une entreprise marche, on la taxe, quand elle marche encore, on la régule et quand elle ne marche plus, on la subventionne. C'est sûr que dans ces conditions-là, c'est le paradis pour vous. Permettez que Total... C'est pas mal ça, vous pouvez répéter ça, c'est bien. Mais vous m'avez jamais dit ça, ça vient d'où ça? Une toute petite minorité. Ah non, mais c'est bien Quand une ça. entreprise marche, Oui. on la taxe. Oui. Quand elle marche encore, on la régule. Et Oui. quand elle ne marche plus, on la subventionne. Comment C'est bien. Ça, c'est le Mais paradis cher du Jérôme socialisme. Béglé, Bon. il me semble que vous bien. passez à côté d'une situation Mais j'ai pas nouvelle. complètement tort, figurez-vous. À côté d'une situation nouvelle, Voilà. l'orgie en termes de versement de dividendes, Bon. alors qu'on demande au plus grand nombre de faire des efforts, de se serrer la ceinture, ça ne passe plus. Vous aurez Ce monde remarqué- a existé, Vous aurez, Les salariés Ça ne- Total, Allez, ça ne vous leur aurez- entreprise. Avançons. ça ne passe plus. vous aurez remarqué que la Avançons. CFDT ne fait pas grève. hein. Oui. Oui, j'ai bien vu. C'est-à-dire qu'une minorité, la Je CGT salue- toujours les mêmes, est en train de Mais faut bloquer un interdire pays. la quoi. CGT. Bon, je En salue. pleine Il faut interdire énergétique. la CGT. Je salue Daniel Guichard qui sera J'ai bientôt pas sur dit notre ça. antenne. Hein. Je salue Daniel Ah, Guichard super. qui sera bientôt sur notre antenne et qui dit ils étaient où face à la mise à pied sans salaire des soignants, personnels hospitaliers, médecins, pompiers. Ah oui. Il parle sans doute des syndicats de la CGT. Si, Alors, ils étaient très mobilisés. oui. bien sûr. Tu parles. Sur la santé Bon, Par ailleurs, Sur la santé. non, sur ceux qui ont été mis à pied. Ah, Ah oui, ah bah oui, ça vous intéresse moins. Les gens, les vraies souffrances de ce pays. Fabien Roussel, écoutez-les. Fabien, oui, Fabien oui, Fabien Roussel. Sur les grèves, écoutez ce qu'il a dit. Cadet. Moi, j'invite la CGT à montrer les salaires des salariés de Total, qui, pour certains d'entre eux, perçoivent moins de 1 500 € net par mois et sont obligés d'aller quémander une prime d'activité à la CAF. La réalité, c'est aussi celle-là. Total verse 2 500 milliards d'euros de dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Ces 2 2,5 milliards versés aux actionnaires correspondent à 300 € d'augmentation mensuelle pendant 12 mois aux 35 000 salariés de Total et pendant 12 ans. Il confond. c'est 2 milliards 62. Voilà, il confond 2500 milliards et 2 milliards. et demi. Dès que ça dépasse le million, on est perdu. Hein, C'est- Parti communiste. Il y a une célèbre, Sauf quand c'est pour leur. célèbre séquence d'Henri Comité d'entreprise Krasuki. des Vous savez J'avais- que Henri Krasuki Oui. était un passionné de musique classique, il avait une Oui. culture Immense. formidable. Bien sûr, oui. Parce qu'on ne décrit Krasuki,
on ne l'évoque qu'à travers cette séquence-là. Oui, mais c'est un personnage sympathique en même temps. Un très jeune résistant, Bien 16 sûr. ans, un Mais déporté. c'est hors sujet tout ça. Et bien sûr. Non, c'est pour parler de Krasuki de manière... Bien sûr, et Mais non, mais Hors sujet. Pour toi. Hors sujet, Pour toi. Krasuki. Pourquoi hors sujet? On l'aimait bien d'ailleurs, on l'aimait beaucoup. Mais bien sûr. pourquoi cette condescendance? Non, mais il faut des Krasuki est un syndicats. personnage beaucoup plus Non, mais parce complexe que je- que ce qu'on peut donner à voir Oui. médiatiquement. Je suis d'accord, mais Vraiment. ce que vous Je dites, supporte pas. Jérôme Béglé aussi est plus complexe, et puis moi aussi, on est tous plus Il y a une complexes forme de terrorisme que syndical. l'image que nous donnons. Vous savez ce que c'est le vrai Et Georges- terrorisme, attention. Et Georges Le vrai Segui. terrorisme. Ce qu'est le vrai terrorisme. Mais regardez. Et Georges Segui. Vous parlez de terrorisme. Bon, on va en parler, on va en parler, on va en Vous savez très parler, bien ce qu'est le vrai on terrorisme. va en parler. Et Georges Segui. Hein? Oui, Il va le décrocher. aussi. Bon. Le tableau. Jacques Duclos. Enfin, c'est bien d'exhumer Krasuki, mais pardon, Bon, c'est est-ce que vous voulez voir un sujet sur les tensions? Parce qu'il y a quand même, là je vous assure, le gouvernement, ça tangue. Hein. Ah ouais. Parce que ce qui est sidérant toujours avec ce gouvernement, c'est qu'il ne voit rien venir, jamais. Donc je ne sais pas, ils ont ou des œillères ou des bandeaux devant les yeux et ils ne Avant, il y voient... avait Raymond Soubi pour Sarkozy. Mais non, mais ils ne voient rien Il y a venir. une explication, c'est que les élus disait, de attention. Renaissance sont des élus. Non, mais- La fin du cumul des mandats sûr. fait que quand vous êtes à Paris, vrai. vous êtes à Paris. C'est vrai. Vous ne pouvez plus descendre. Autrefois, le député ou le sénateur, il redescendait dans sa circonscription 34 jours par semaine. On disait, dis donc, t'as vu, on n'a plus d'essence, t'as vu le prix du steak, t'as vu le blocage de telle entreprise, et il remontait à Paris, il était un peu informé de ce qui se passe. Maintenant, on a une espèce de techno qui seront à Paris tout le temps et qui n'ont aucune capacité. Non, ils Et manifestement, ils n'ont pas dit. Et il y avait... redescendent dans leur circonscription. Et il n'y avait pas grand monde. Hein Ils sont pas en prise. Ils sont la plupart du temps dans leur circonscription, les députés. Quand Alors, t'es maire, quand c'est ils savent conseiller très bien ce qui se départemental, passe. Quand t'es conseiller régional, Bon. puis, Écoutez, Ils ont tous des permanences dans leur circonscription. alors. tension dans les stations essence. Vous savez qu'il n'y avait pas grand monde dans Paris, je ne sais pas, dans les audiences Aujourd'hui, de France, c'était mais merveilleux. aujourd'hui, bah, c'est merveilleux. Non, dites pas c'est merveilleux. Oh non, ça a bien roulé, hein. On vient d'expliquer effectivement. Je veux dire, Une fois, ça a roulé dans Toi, Paris. Oui, pour bah, le confinement, plus les masques, plus les pénuries d'essence. voilà, je veux dire, on va pas se mettre. Si effectivement, pour que vous soyez heureux, il faut qu'il y ait ou une pénurie d'essence ou un Covid qui met tout le monde par terre, pensez un peu à autre chose qu'à vous, cher le Jérôme. dérapage Béglé. de Jérôme. La station d'essence, aujourd'hui, tension. Il est 6 h du matin dans cette station essence quand des poubelles sont placées à l'entrée en signe de fermeture. Il n'y a plus rien. Les dernières gouttes de carburant viennent tout juste de partir. Vous n'allez pas m'arrêter là, ça fait 2 heures que j'attends. Ouvrez-moi, je vais passer, s'il vous plaît. Vous êtes sérieuse là, ça fait 2 heures que vous m'arrêtez comme ça? Cet homme parvient finalement à forcer le passage et il n'est pas le seul. Derrière lui, 2 kilomètres de voitures, au volant desquelles des automobilistes en colère ou désespérés. Tous vont devoir trouver un plan B. Je sais pas comment je vais faire. Et j'ai plus d'essence. Je travaille tout à l'heure, mais là, ça veut dire quoi? Je dois aller faire le tour, je dois faire 15 km, je dois regarder sur Internet. Je suis agacé parce que voilà, on m'a mis les barrières. Et puis je peux plus avancer. Je dois faire demi-tour et je dois trouver du gasoil ailleurs. Ceux qui ont pu passer juste avant le barrage n'ont pas forcément été plus chanceux. L'essence, ils n'ont pas, mais le gasoil, il y en a. Bondy, Drancy, Rony 2, Villepinte. J'ai pas été jusqu'à Sevran, mais tout est fermé. 30 minutes après la fermeture de cette station essence, la file de voitures était presque toujours aussi longue et continuait de bloquer le périphérique parisien. On a commencé cette émission avec Olivier Véran qui le disait, il n'y a pas de pénurie. Eh bien, figurez-vous que, a priori, le gouvernement va interdire au niveau national le remplissage de jerrycans à la pompe en raison de la pénurie du carburant. Mais ça a 5 jours, hein, Olivier Véran. Ça a 5 jours, hein, il n'y a pas de pénurie. Mais 5 jours plus tard, le gouvernement va interdire le remplissage de jerrycans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, on dit que nous disons pas toujours que du bien de ce gouvernement. Mais c'est vrai, mais c'est la distribution. Voilà, tu as l'impression quand même que rien n'est tenu. Mais il faut réquisitionner maintenant, ça suffit. Oui, j'ai entendu le mot chienlit dans la journée, je crois. Que oui, c'est ça. Ça prouve aussi une chose, c'est que les gens le n'ont mot, plus le mot aucune gaulliste, confiance. la chienlit, c'est la chienlit. Il y a une réunion d'urgence à Matignon. Il est temps, les amis, là, faut y aller. Il est temps, mais ce week-end, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais bon. Là, c'est d'urgence. Moi, ce qui me frappe avec les files d'attente dans les stations-service, c'est que les gens n'ont plus aucune confiance dans le gouvernement. Alors, on le savait, mais maintenant, on l'a vu. N'y allez pas, ils y vont, quoi. Ils incarnent maintenant le mensonge, en fait, en réalité. Bon, on va marquer une pause. On va parler de François Bayrou, qui s'est exprimé ce week-end et qui cherche à être président de la
République. Là, c'est... Bayrou. Vous savez qu'il aura 76 ans en mai 2027. 76 ans. On parlera de la fibre de la box parce que M. Barrot nous explique que la fibre box sera peut-être coupée à distance. Alors, M. Barrot, il est ministre... Il a été réélu dans les Yvelines. Bon. Avec 70% des voix. Eh ben, tant mieux pour lui. Et puis, il y a un petit sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors ça, je suis sidéré de ça, pour tout vous dire. Le Conseil de l'Europe, c'est un peu avec notre argent, d'une certaine manière, avec l'argent des États. Eh bien, le Conseil de l'Europe réfléchit à déconseiller aux parents de dire « file dans ta chambre » à leurs enfants. C'est une information qu'a donnée le Figaro ce matin. C'est extraordinaire. Le Conseil de l'Europe, donc après, appelle ce sujet le time out, ce qui veut dire temps mort. Cette expression est connue via la phrase que beaucoup de parents ont déjà prononcée, file dans ta chambre. Et le Conseil de l'Europe a été alerté par plusieurs associations, comme Stop VO, violence éducative ordinaire. File dans ta chambre. L'enfant, il va être traumatisé. Si tu disais à un enfant, file dans ta chambre, il fait une dépression nerveuse immédiatement. Et il est chez un psy pendant 12 ans et toute sa carrière professionnelle est par terre. Et il t'explique, bah oui, j'avais 8 ans, mes parents m'ont dit, file dans ta chambre. C'est pour ça que tous les malheurs sont venus de là. Je ne sais pas, mais ce que je trouve formidable, c'est que ce soit le Conseil de l'Europe qui réfléchisse à ça. Comment ? Regagne l'espace de sommeil. Non, mais je ne sais pas. Ce monde devient fou si tu ne peux pas dire à tes enfants, file dans ta chambre. Qu'est-ce que vous voulez que C'est je du dise ? même ordre quand je me souviens à l'Assemblée nationale. On avait réfléchi à faire une loi pour interdire la fessée. Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Je peux comprendre. Je peux comprendre de ne pas frapper un enfant. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. On n'a pas fait de loi. Finalement, on ne l'a pas fait. La pause. À tout de suite. Il est 20h30. Nous sommes le 10 octobre. C'est d'ailleurs... je le dis parce qu'on cite parfois, c'est l'anniversaire d'un garçon qui s'appelle Jonathan, qui nous regarde tous les jours. Qui est Jonathan ? Eh ben, c'est un garçon qui nous regarde tous les jours. Un téléspectateur. Donc, bon anniversaire, Jonathan. Exactement, Jonathan. Ce n'est pas le goéland, mais Jonathan, à qui on souhaite un bon anniversaire. Il y a un monsieur qui nous regarde aussi tous les jours. Comment ? Il y a un monsieur qui nous regarde tous les jours. Un monsieur ? Monsieur, c'est un non-anniversaire, mais un monsieur qui nous regarde tous les jours. Régis, patron du tabac de la Citadelle à Blaye. Écoutez, non, mais il faut saluer le. Non, mais on peut tous citer nos amis, mais bien sûr. Moi, j'en ai un. Oui, mais il y en a 700 000 qui nous regardent. Oui, c'est pour ça que je peux vous dire que. Alors, après, il y a. Moi, je peux faire par ordre d'alphabet. Non, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. C'est l'anniversaire de votre père. Oui. On se lève. Bon. Non, mais c'est vrai, quel âge il a, votre papa ? Écoutez, il est de 62, donc il doit avoir 60. Il est de 62 ? 1900, bien sûr. Mais il est jeune. Moi, je suis l'aîné, j'ai 34 ans, donc ça fait... 62, il a quasiment... Ah ouais, je pourrais être votre père, dites donc. Ah oui, il a 60 ans, donc, aujourd'hui. Ah oui, il a 60 ans. J'ai bien fait de le dire, quand même, ça se fait. Bah oui. Monsieur le jeune, d'abord, vous avez bien travaillé, et un bon anniversaire à vous. Et Mathieu Deves pour les infos. Au procès de l'attentat de Nice, François Molins reconnaît des prélèvements d'organes injustifiés. L'ancien procureur de la République de Paris a répondu aux questions des parties civiles concernant les autopsies pratiquées sur 14 victimes. Le 14 juillet 2016, l'attaque au camion bélier sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. Plusieurs familles avaient alors constaté que des victimes avaient été dépouillées de leurs organes lors des autopsies. 10 000 réfugiés ukrainiens ont quitté la France pour rentrer chez eux. Il s'agit d'une première estimation de l'État, près de 8 mois après le début de la guerre en Ukraine. Ce mouvement de départ coïncide avec un net ralentissement des arrivées dans les établissements prévus pour recevoir les civils ukrainiens. Et puis le prix des droits de l'homme Václav Havel, décerné à l'opposant russe Vladimir Kara-Murza. Il a été arrêté en avril dernier pour s'être opposé à l'invasion russe de l'Ukraine. Il affirme avoir été l'objet de 2 tentatives d'empoisonnement par les services de sécurité russes, mais la Russie dément. Sur le dossier Borne, un homme qui est rompu aux négociations parfois au plus haut niveau entre l'État, l'entreprise et les entreprises privées, me fait part de cette réflexion. Le PDG de Total aurait pu être appelé par Madame Borne. Madame Borne aurait pu lui dire, pourquoi pas, vous négociez, vous me réglez cela en 72 heures, sinon je passe la taxe sur les super profits et ça va vous coûter 10 fois le prix. Une prime de 10 000 euros, 35 000 salariés en France, il y a 35 000 personnes à Total, chez Total, ce n'est que 350 millions et encore, on ne donne pas la prime au salaire supérieur à 10 000 euros, donc c'est moins.
C'est vrai. Ça aurait pu être une action, Mais Bruno me Le dit Maire, cet de mémoire, interlocuteur que je ne citerai Bruno pas. Le bien maire sûr. de mémoire a demandé Ça aurait pu être une à manière, évoquer effectivement, cette question il y a professionnelle. Effectivement, professionnelle. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que ce gouvernement, manifestement, n'est pas forcément le plus doué pour agir de cette Moi, manière. j'aime pas le chantage en politique, ça s'appelle du chantage. Ça. Non, c'est pas une méthode, c'est pas une méthode du de chantage, c'est de la gouvernement. alors toute négociation est un chantage. C'est pas une négociation. Voilà. Ou vous faites droit, ou alors je vous fiscalise davantage. Non, mais attends, c'est Le du chantage. père d'assaut. Quand c'est du Marcel chantage. C'est une manière de régler le problème quand tu es au plus haut niveau de l'État. Avec un pistolet sur la tempe, quoi. Le père d'assaut. Marcel Dassault. Quand des ouvriers sur la côte basque faisaient la grève, ils disaient bon, les enfants, vous montez à Paris, on discute. Ça, on peut. Ça, je peux pas. Ça se terminait par un repas, et c'est ce que vous appelez, tout à l'heure, le compromis historique. Aujourd'hui, la financiarisation et les technocrates ont pris le pouvoir. Donc, il n'y a plus ce rapport humain. Et la CGT a inventé la grève préventive. Avancé. Et puis tout à l'heure, et puis sur la fessée, tout à l'heure, vous n'avez pas été clair, ça fait réagir, etc. La fessée a bien été interdite en France, c'est une bonne chose. Violence. Non, la fessée a été interdite. Le mot fessée n'est pas dans la loi, mais ce sont les violences physiques, bien sûr. Et je ne suis pas pour la fessée, bien entendu. Oui, bah écoutez, c'est un... Moi, je suis pour la fessée, hein, pardon. Ah bon, t'es pour la fessée? Avec les enfants, évidemment, bien sûr. Ouais. Alors là, mais attendez, je suis pas... Non mais écoutez, c'est même pas un sujet qu'on a mis au programme. Je veux bien on était sur Total. Je veux bien qu'on parle de la fessée sur les enfants. La fessée, c'est vous, parce que hors sujet. On est hors sujet. Non, mais c'est pas moi qui parlais de la fessée. Mais c'est pour tout vous dire, c'est Edwige Gentil, parce que moi j'ai l'habitude de citer. Cette émission est interactive. On fouette les anniversaires. Il y a des gens qui nous parlent. Il y a des gens qui veulent. Tiens, voilà, est-ce que vous voulez dîner ce soir? Donc on cite, on en parle. Okay. Bon. Il y a Edwige Gentil qui m'appelle et qui dit mon ami magistrat, vous la connaissez, Edwige Gentil? Oui. Bon, mon ami magistrat, dit-elle, a dit qu'on avait interdit la fessée si la loi avait été votée à l'unanimité qui précise que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Attention au message, très finalement. Sans violence. Donc arrêtez, vous ne revendiquez pas la fessée pour les enfants. Non mais attendez, non mais je vais revendiquer la fin de l'hypocrisie. Tout le monde, quasiment tous les parents, donnent de temps en temps une fessée à leurs enfants. Non, j'ai jamais donné une fessée à mes enfants. Très bien. Eh ben très bien, mais ça peut arriver, pardon, et c'est pas de la violence, c'est pas de la. C'est pas de la violence, c'est pas. Non, à notre époque, c'était le martinet. Évidemment qu'on peut faire sans. À notre époque, c'était le martinet. Enfin, vous avez pris des coups de martinet. Ah, ça m'est arrivé, oui. Mais attendez, à l'âge adulte, pas. Ah non. Non, ça c'est par ailleurs. Ça c'est autre chose. Là, on tombe dans des. Et d'ailleurs, on a une image comme la régie, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé du fouet. Pardonnez-moi, Georges, j'ai l'esprit un peu taquin. Vous confondez martinet et fouet. Bon, mais il n'y avait pas de martinet dans votre famille, rassurez-moi, pour les enfants. Mais bon, moi je me souviens à la règle. Au lycée, les oreilles, les cheveux, ça existait. Bon, avançons s'il vous plaît. Ça marchait pas si mal que ça. Avançons s'il vous plaît, monsieur Bayrou, qui était hier vous l'avez bien prononcé. Bayrou, oui, j'ai dit... pourquoi? J'ai connu des émissions, c'était plus... Bon, monsieur Bayrou, qui était chez Radio J, chez monsieur Aziza. Alors, il s'est lâché. Parce que il soutient Emmanuel Macron comme une canne en mousse soutient un vieillard. Il va dire là, ce pays va mal. C'est ce que dit. Et il pourrait aller mieux. Et il pourrait aller mieux. C'était mieux dirigé. S'il était mieux. Ce qu'il dit est sidérant en fait, François Bayrou, qui est a priori un soutien du président de la République. Soutien de la première heure. Mais avec des soutiens comme ça, Dieu préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Oui. Écoutez, monsieur Bayrou. Je crois que la France va mal, je crois qu'elle pourrait aller très bien. Et donc je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances. Donc y compris être candidat à la présidentielle de 2027 nécessaires. Y compris d'être candidat à la présidentielle 2027. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pensez-vous que les élections présidentielles auront lieu en 2027? On n'en sait rien. Vous croyez la on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah bon? Si vous voyez aujourd'hui l'incroyable difficulté des temps, et si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire 5 ans à l'avance ce qui va se passer, alors ne vous trompez pas, tout ça c'est des charlatans. Vous êtes prêt quoi? J'ai toujours été prêt. J'ai déjà été candidat 3 fois, qu'est-ce que vous me racontez? Donc... Il est en train de nous dire... Je vous jure, mais si je comprends bien, il nous dit que peut-être que Macron n'ira pas jusqu'au bout. Mais bien sûr, en plus, il dit ça, mais vous êtes sûr que ça sera jusqu'en 2027? C'est incroyable. Et je suis prêt.
je suis prêt. Mais c'est absolument incroyable. Alors là, il a rétropédalé aujourd'hui. Il a dit, M. Bayrou, l'affirmation selon laquelle je m'intéresserai aux élections de 2027 est complètement déplacée et ridicule. J'ai même dit dans cette émission que pour parler aujourd'hui de ce qui va se passer dans 5 ans, avec la crise qui vient, il fallait être un zozo. Il est un zozo lui-même, parce qu'il a quand même... Il en a, me semble-t-il, parlé. Alors je crois qu'il y a un deuxième passage que je voulais vous faire écouter, toujours de M. Bayrou, à Radio J hier. J'ai toujours été prêt. J'ai déjà été candidat 3 fois. Qu'est-ce que vous me racontez? Donc, Bayrou, candidat et président, pourquoi pas? Vous voyez bien ce que vous cherchez. Mitterrand a succédé à un jeune président, vous pouvez succéder à un jeune président. Ça peut tout à fait arriver, mais ça n'est pas ça la question. Vous traitez de ces sujets, pardon, ne prenez pas mal ce que je veux dire. Non, mais parce qu'on arrive à vous la fin. traitez de ces sujets d'un ton léger. Pas du tout. Et moi pas. Parce que peut-être je suis trop inquiet, mais ce que je vois venir est par sa gravité telle que ça devrait mobiliser toutes les forces disponibles, toutes les intelligences disponibles et toutes les volontés disponibles. Ce que je vois venir, ce sont des temps sombres et graves et ça devrait mobiliser. Sous-entendu, ça ne les mobilise pas. Il a lâché en race campagne. C'est absolument. Mais il est commissaire au plan. Ben oui, bien sûr. Il est donc dans l'équipe gouvernementale. Et les députés MoDem font partie de la majorité. Non, mais nous sommes d'accord, il est commissaire au plan. Donc il a un peu de responsabilité sur ce qui se passe. Bien sûr. Bon, il te dit qu'Emmanuel Macron n'ira pas jusqu'au bout, que la France va mal, qu'elle pourrait aller mieux. Peut-être que s'il y avait un autre président. Et il termine en disant qu'elle est temps. n'ira peut-être pas au bout. Non, mais je vous assure, moi, Qui connaît un peu M. Bayrou, vous savez très bien que lui, c'est lécher, lâcher, lyncher. Il soutient Sarkozy 2 ans après, il en dit pique-pendre. Ouais. Il soutient François Hollande, après il dit que c'est un mauvais président. Il se précipite sur Emmanuel Macron, il le lâche. Ça fait 20 ans qu'il nous fait la même Oui, sérénade. mais il est commissaire au plan, je vous le rappelle. Oui, et qui partent. C'est ça le sujet, c'est si Macron a un peu d'autorité, il le dégage. Bien sûr. Honnêtement, après ce qui s'est passé, Bien sûr. Parce que c'est quasiment le rang d'un ministre. Un ministre qui dit ça, normalement, il saute. Là, on verra ce qu'Emmanuel Macron fait. Oui. Pour moi, c'est du... Rien. Et il est à la tête du Conseil national de la refondation. Bien sûr. Donc Il c'est fera vraiment rien. le... Il fera rien. On verra. Honnêtement, c'est... C'est assez peu repris, c'est une d'ailleurs. Moi, déclaration. j'en ai parlé ce matin. C'est une déclaration de rupture, ça. L'amendement sur les retraites, parce que quand Emmanuel Macron a lui-même dit peut-être qu'on passera par un amendement pour régler l'affaire des retraites, il a dit attention, il ne faut pas brusquer le pays. On sent qu'il est en rupture. On discute. C'est pas la première fois. On Donc, sent qu'il est en rupture. 15 jours, ça Il fait est 2 en fois rupture. qu'il lui met un coup de pied dans les tibias. Ce qui peut avoir des conséquences politiques avec le MoDem à l'Assemblée nationale. Déjà qu'ils ont une majorité Je relative. vous rappelle que le MoDem a 50 députés, et oui. ce qui est quand même pas n'importe quoi dans un groupe où majoritaire, donc qui est la c'est-à-dire que là, il n'y a plus de majorité du tout, même pas relative. Il y a une petite polémique, mais alors on va passer vite parce qu'elle est quand même assez éteinte. La box Internet pourrait bientôt se mettre en veille automatiquement la nuit. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement assumé ce matin par Jean-Noël Barrot, qui est le ministre de la Transition numérique. Mais je pense qu'il a fait une maladresse, ce ministre, et là aussi il y a eu un peu rétropédalage aujourd'hui, puisque le cabinet du ministre de la Transition numérique a précisé les choses. Écoutez ce qu'il disait ce matin à notre ami Pavlenko sur Europe 1. Les box notamment, alors ça en l'occurrence ce sont les opérateurs télécoms. Est-ce que ce sera transparent pour le consommateur? Est-ce que lui va voir une différence dans l'utilisation de sa box internet? Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l'opérateur? Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de un arrêt internet la nuit alors. C'est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd'hui des box, des décodeurs qui se mettent en veille automatiquement, mais tout cela n'est pas tout à fait uniforme et donc les engagements pris par le secteur, eh bien, c'est soit pour les box existantes déjà installées, eh bien, de faire une mise à jour qui permet cette mise en veille de manière un peu plus systématique, soit pour les nouvelles box qui seront distribuées, qui seront vendues, que cette mise en veille soit installée par défaut pour que ça soit transparent effectivement pour les Français. Ce qui me frappe, c'est combien ils sont mauvais dans la com. Parce que ce qu'il dit là, c'est mal interprété. Ça a été interprété comment? C'est pas clair ce qu'il dit, hein? Non, mais c'est pour ça qu'ils sont mauvais. Aussi. Mais c'est interprété en disant on va couper ma box à distance, comme le compteur Linky. C'est ce qu'il dit en même temps.
Non, justement, c'est pas a priori. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont mauvais. Ils sont très mauvais en com. Monsieur Barrot, faut qu'il prenne des cours de média training. Excusez-moi, mais il faut avoir une pensée émue quand même pour tous les complotistes de France qui disaient ça sur le compteur Linky. Mais je suis d'accord avec vous, mais la vérité, elle est différente. Il ne s'agit pas de couper Internet la nuit, mais comme l'a expliqué le ministre ce matin, alors il ne l'a pas expliqué, de généraliser le paramétrage de mise en veille automatique des... le paramétrage de mise en... C'est-à-dire que quand tu n'es pas devant ta télé, elle s'éteint toute seule. Mais si tu la regardes en ce moment, la nuit, elle ne s'éteint pas. Mais c'est un paramètre. Il y a des limites. Mais non, parce qu'il n'est pas bon. Et par ailleurs, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils sont très mauvais. On rétablit les choses ici. Non, mais ils ont rétabli eux-mêmes leurs choses. Ils l'ont éteint. Non, ils ont éteint un incendie avec de la novlangue. Personne n'a compris ce qu'ils ont répondu. Pardon. Non, mais c'est vrai. On dirait les inconnus, ce type de langage, franchement. En plus, là, je vous assure, pour le coup, c'est pas une mauvaise idée. C'est ça qui est terrible. Je comprends, Pascal. C'est-à-dire que tu veux paramétrer. Là, vous avez tous compris. Oui. Bon. C'est comme le chauffage, quand vous n'êtes pas là, on chauffe moins que quand vous êtes là. Oui, mais là, on laisse. Donc, il n'a rien compris. C'est bien. Ça reste. C'est du paramétré pour que la nuit, la box ne fonctionne pas. Exactement. Non, mais qu'elle s'éteigne. C'est toute seule. Elle se met en veille. Voilà. Mais en revanche, si à 3h du matin, il vous vient l'idée de vous lever et de regarder un film qui peut passer à cette heure-là, à ce moment-là, votre box marchera si vous l'allumez. Oui. Vous voyez, c'est pas un contrôle. Mon cerveau libéral avait mieux compris que votre cerveau communiste. Bon, file dans ta chambre. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, file dans ta chambre. Alors visiblement, c'est une déclaration polémique. Le Conseil de l'Europe dit que ça peut. Le 8 août dernier, Regina Schendelstir, qui est l'actuelle chef de la division des droits de l'enfant, déclarait que cette époque du file dans ta chambre était obsolète. Elle va être retravaillée, dit-elle, parce que ça peut traumatiser un enfant. Donc je ne sais pas quelle est la pire. Ça peut apparaître anodin, mais les personnes qui lisent ça ce soir, par exemple, ça ne peut que les mettre dans une position d'incompréhension et de colère par rapport à l'Europe. Et bien sûr. C'est-à-dire aussi dire, nous ne voulons plus entendre parler de ça. Mais bien sûr. Mais au nom de quoi ? Vous savez, au nom de quoi ? Le Conseil de l'Europe, je veux dire, décide de cela. Je vous pose des la rapports question. intrafamiliaux qui ne regardent personne. Personne. La manière dont on parle à ses enfants, chacun a son système éducatif. Non, mais là, Dans ta chambre, c'est pas traumatisant, Pascal. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais que la société. Vous avez remarqué. De dire à un mot, file dans ta chambre, qu'est-ce que ça veut oui, dire mais on n'a pas besoin de te dire que tu n'as plus besoin de le dire. Donc. Non, mais que la société. Pas de ma vie. Non, mais c'est Big Brother. Par ailleurs, c'est le Conseil de l'Europe et des associations. C'est à la demande d'associations. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien savoir qui sont les adhérents de ces associations. Il y en a un peu marre aussi de se laisser dicter notre comportement par des assos qui sont financés par nos impôts. Mais moi, je lis le Figaro. Je lis le Figaro de ce matin. Le Conseil de l'Europe dispose d'un service parentalité. Ça vous ennuie pas? Non, pas du tout. Si vous voulez, je rentre chez moi et puis vous terminez. Dispose d'un service. Vraiment, très dissipé. File dans ta chambre. Très dissipé. File dans ta chambre. Bon, donc le Conseil de l'Europe dispose d'un service parentalité qui prescrit des normes, des chartes et des conventions destinées à combattre les violences dans l'éducation. Et donc déjà, est-ce que c'est au Conseil de l'Europe? Parce que c'est quand même votre argent. Bien sûr. C'est là que c'est votre argent, le Conseil de parentalité. Bon. Et donc, comme ces gens se réunissent ensemble pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dire, file dans ta chambre, c'est plus possible, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Oui, t'as raison, file dans ta chambre, ça peut... Et toi, Günther? Parce qu'ils sont... Évidemment, il y a des Allemands et puis il y a sûrement des jeunes femmes qui sont là. Non, on a du mal à le croire. Moi, j'ai l'impression. Voilà. Et ils obtiennent une majorité sur le sujet. C'est la majorité qualifiée. C'est la rupture avec un principe aussi assez important qui veut dire qu'on laisse à l'État ou au pouvoir public, en l'espèce, parce que c'est l'Union européenne, l'instruction et que l'éducation est réservée aux parents. Ils n'en ont plus rien à faire. Comme si l'autorité parentale allait bien dans ce pays, ils décident de s'en occuper et de la saper encore plus. Bon, on va terminer en parlant sérieusement cette fois-ci, parce que ce qui se passe en Ukraine est grave et nous inquiète tous, bien évidemment, puisqu'il y a une forme d'escalade ce matin. Vous avez peut-être vu cette séquence de vidéo d'une jeune femme à Kiev qui a tourné une vidéo au moment où il y avait des missiles qui tombaient dans la ville. Vous voyez cette séquence? Voyons.
Voyons le sujet également d'Adrien. Oui. Non, vous savez à quoi ça m'a fait penser, ça quand Poutine dit vous nous avez fait ça, on va vous faire ça. Ça m'a rappelé ce que les terroristes dans le Bataclan ont dit à leurs victimes avant de les tuer. Vous nous faites ça en Syrie, on vous fait ça ici. À partir du moment où Poutine s'attaque à la population civile de manière aveugle, c'est plus un acte de guerre, c'est même plus un crime de guerre, c'est un acte de terrorisme, quoi. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il relèvera tôt ou tard de la Cour pénale internationale, puisqu'il assume lui-même le fait d'avoir donné l'ordre de bombarder des populations, quoi. Donc, on n'est plus dans une guerre, on est dans une guerre accompagnée d'actes de terrorisme par un chef d'État. Voilà. C'est vrai. C'est comme ça que je le ressens. Mais dans ce cas-là, ceux qui ont commandité et organisé l'assassinat de Maria Dougina aussi, en fait. C'est terrifiant. Sauf que là, on ne sait pas qui a commandité. Là, c'est un chef d'État en exercice. On ne sait pas, les Américains ont l'air de dire que ce sont les Ukrainiens. Assume sa responsabilité de bombarder des villes et des populations civiles. On n'est plus sur le même registre. Bon, au-delà de ça, et notre inquiétude là où elle grandit, c'est qu'on ne voit pas comment on va sortir aujourd'hui de ce qui se passe dans cette guerre. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas, Poutine. Donc il faudra l'arrêter. Qui peut l'arrêter? Soit l'armée, son propre camp, soit l'extérieur. Mais s'il n'est pas arrêté, parce que cette radicalité, d'ailleurs, il y avait un excellent papier dans le journal du dimanche hier, de M. Zaguri sur sa psychologie. Psychiatre réputé. Bien sûr. Zaguri. Daniel Zaguri. Bien sûr. Oui, un grand spécialiste. Mais vraiment, c'est très... Psychiatre français. Mais c'est très intéressant de le... expert devant les tribunaux. C'est très intéressant parce qu'il ne s'arrêtera pas tout seul. Donc comment on fait? Il faut l'arrêter avant. Moi, j'entends de plus en plus une thèse selon laquelle l'armée russe est en train d'être humiliée parce qu'on voit qu'elle n'est plus capable d'avancer, même de contenir les contre-attaques, et qu'elle a intérêt à débrancher son chef pour elle-même prendre le pouvoir et dire on négocie. Voilà. Et que Poutine l'humilie de plus en plus puisqu'il lui prête des capacités, une force, une valeur, un équipement qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Donc sa faiblesse explose à la face du monde entier. Un encadrement qu'elle n'a plus. Et un encadrement qu'elle n'a plus, vous avez raison. Et donc sa faiblesse explose à la face du monde entier. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête les frais. Voilà ce qui pourrait se passer. Je ne dis pas que je souhaite ce scénario, je trouve qu'il est intéressant et intelligent. Écoutons le président Macron sur ce sujet. J'ai eu Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France j'ai eu l'occasion de le faire ce matin, a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, ce qui est un changement profond de la nature de cette vie. Le président de la République était en voyage ce matin en Mayenne, vous l'aurez compris. Sur la question de la santé. Bien sûr. Mais comment on sort de ce... Ça a changé de nature, il a raison. Ça n'a pas changé de nature. Ça a changé de nature. On est passé à des actes des crimes de guerre. Là. Mais il y avait Izium aussi, il y avait les corps. Vous êtes sur... Mais là, c'est assumé. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas déclarer la guerre à la Russie. Mais c'est pour ça que je pose la France ne va pas dire j'envoie mes chars Tartampion, mes Rafales et j'avance. Donc soit on continue d'armer les Ukrainiens en espérant qu'ils repoussent progressivement jusqu'à la frontière russe leurs envahisseurs. On voit bien que la solution diplomatique a totalement échoué. Qui peut entraîner un tir de missiles tactiques. Qui peut entraîner un Attention, Mais vous êtes dans une impasse. Oui. Chacun le comprend d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de faire de la géopolitique à un haut niveau. Un babouille qui dure pendant des mois, des années, et type guerre en Afghanistan d'ailleurs. C'était ça. Révolution de palais. Oui, sinon une révolution de palais au Kremlin associée à des hauts militaires russes. Pardonnez-moi, Jérôme, vous croyez, ça ne veut rien dire. Enfin, je crois. Vous voyez, personne. Vous savez quoi Rien, mais justement. Voilà. Je permets j'avance une hypothèse. Non, mais ça, c'est parce que on dit toujours les hypothèses qui nous arrangent. L'autre hypothèse, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est radical et qui utilise l'arme nucléaire. Enfin, l'arme nucléaire, il ne faut pas faire peur aux gens. Il n'y aura pas une bombe nucléaire qui va tomber sur la Notre-Dame demain matin. Non, ça fait... On ne sait pas qu'il envahirait l'Ukraine non plus. Non, c'est compliqué quand même. Vous n'avez rien et moi non plus. Dieu nous protège. Moi, ce qui m'inquiète depuis le début, c'est totalement acculé. Il n'y a plus que ça comme porte de sortie. Vous savez, sur Kiev. Hitler, s'il l'avait eu, la bombe, avant de se suicider, il l'aurait lancée. Hein. Je crois que quand on est acculé et qu'on est de cette manière un dictateur complètement parallèle. Il y a un épisode quand même qui est intéressant, puisque vous en parlez, qui pourrait se retrouver en Russie. C'est que Hitler aurait donné l'ordre de détruire Paris.
Oui. Et cet ordre Et n'a pas von été... Scholtis. Cet ordre n'a pas été... Paris-Boltil. Voilà, cet ordre n'a pas été... Exactement, cet ordre n'a pas été exécuté. Et ce qu'on dit souvent aujourd'hui en Russie, c'est que si Poutine donne l'ordre d'appuyer, c'est pas lui qui appuie. Après, tu as une chaîne de personnes, et que ces personnes ont des familles, ont des enfants, et ils peuvent hésiter eux-mêmes suicide, c'est sûr. à faire cela, bien évidemment. Bon, en tout cas, cette information ou cette situation est au cœur de nos préoccupations, et effectivement, on peut comprendre l'inquiétude, pour le coup, du président Macron sur ces sujets-là. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de tous les sujets d'actualité variés. Monsieur Benkemoun est en train d'arriver. Alors, je vous félicite d'abord, Olivier, parce que ce rendez-vous est en train de s'installer. Le meilleur de l'info, c'est tous les soirs entre 21h et 22h. La promesse est simple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'antenne de CNews depuis 6h15 ce matin, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'antenne depuis 6h15, il y en a quelques-uns. Vous avez les noms. J'ai les noms. Eh bien, ils peuvent voir une forme d'émission qui présente un florilège ou un best-of de tout ce qui s'est dit de plus intéressant sur l'antenne depuis ce matin. Oui, et toutes les petites séquences peut-être que vous avez ratées et qui passent inaperçues. Par exemple, aujourd'hui, on a une reporter qui était dans une station-service. Total l'a virée. Total, il dit, vous filmez pas le logo, vous filmez pas les queues. Ils ont envoyé la police. Ben, ça, on vous le racontera, par exemple. Ça, vous n'en avez pas parlé dans votre émission. C'est bien dommage. Qui a une voiture ici? Qui a une voiture électrique? Ah oui, c'est le moment d'en avoir une. Respecte. Bah non, parce qu'il n'y a plus d'électricité, ça coûte cher, c'est le moment de rien avoir. Vous rentrez comment, vous, ce soir, monsieur Begley? En voiture. En voiture. Bon, vous avez réussi à avoir de l'essence? Je n'ai pas de voiture sur Paris. Non plus. Vous n'avez pas de voiture non plus? Oui, j'ai ma petite voiture. Et vous avez réussi à avoir de l'essence? Oui. Comment vous avez fait? Je sais pas. C'est pas moi qui ai fait le plein, je sais pas. Ah oui, vous envoyez votre femme. Vous envoyez votre femme faire le plein. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez tout c'est compris. bien. Le dimanche matin, chérie, il est 10h. Tu veux pas aller faire le plein? Faut que je me rendorme. Non, c'est bien. Oui. Ça, c'est bon. Écoutez, merci en tout cas de votre présence parmi nous. Arnold Carra était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Baptiste Bourdin était au son. Merci donc à Benjamin No qui a célébré ses 30 ans samedi. Et manifestement, ça a été agité. Kylian Salé était là également avec lui. Et Quentin Goffette, que je salue également, l'ami Benkemoun, dans une seconde.